Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau déclic d'avenir. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque mois sur Spotify, Apple Podcast et les autres évidemment. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et bien sûr suivez-nous sur les réseaux @arche-mc2. Le sujet du jour concerne un thème plus que jamais d'actualité. Je le dis, je l'ai déjà dit dans l'émission d'avant, on n'en parle jamais assez, mais quand il y a des cyberattaques, comment y faire face, comment prévoir en fait, parce que là on va être dans la prévention, on a déjà fait une émission sur qu'est-ce qui se passe quand on est attaqué, mais aujourd'hui on est sur l'avant, avec moi aujourd'hui pour nous aiguiller, Victor Bouillot qui était là à l'émission précédente, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez HMC2, et Médisine, responsable de projet à l'ANS, l'Agence du numérique en santé. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors en 2022, le nombre des cyberattaques a augmenté de 38% à l'échelle mondiale. Le secteur de la santé, c'est celui qui est en fait en plus forte croissance en France. Le nombre d'attaques contre les acteurs du secteur de la santé a connu une hausse de 191% en l'espace d'un an. Le secteur de la santé est donc une cible prioritaire. On va voir pourquoi, comment, quelles sont les raisons qui motivent les cybercriminels à l'origine de ces attaques, quelles sont les conséquences sur les structures et surtout quelles sont les bonnes pratiques de sécurité informatique pour réduire les risques d'exposition. Mehdi, avant de commencer, c'est quoi l'ANS ? Alors l'ANS, Agence du numérique en santé, il y a une agence portée par le ministère de la Santé et nous travaillons sur l'ensemble de la transformation du numérique sur le secteur de la santé et du secteur social et médico-social. C'est extrêmement important de le préciser. Et au travers de cette agence, nous avons 3 grandes missions. Une mission de régulation, dont on porte aussi tous les sujets de sécurité au travers notamment de la formalisation et de la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé. Je vous laisse l'acronyme. On a aussi des sujets de promotion et de valorisation de la transformation du numérique, donc faire en sorte de porter la bonne parole auprès de l'ensemble de l'écosystème sur pourquoi la transformation numérique et quels sont évidemment ses bienfaits pour le parcours des personnes et pour les établissements qui portent ces parcours-là et les professionnels aussi évidemment. Et nous avons une 3e mission on construit nos propres outils, des outils nationaux qu'on met à disposition de l'écosystème pour qu'ils puissent aussi avancer dans cette transformation numérique. Et là, on est d'accord, et là, je parle à tous les deux. Plus vous, comment on pourrait dire ça gentiment, plus vous proposez en fait aux établissements d'avancer en numérique, forcément, plus il y a d'attaques et plus il y a de risques. On est d'accord. C'est clair que plus il y a de données et plus elles sont entre guillemets numérisées, plus il y a une exposition. Donc du coup, plus ça va intéresser des personnes aussi derrière. Et donc, peut mener à des cyberattaques sur les établissements évidemment. Et les structures de santé. Donc quand l'ANS préconise de se numériser, de digitaliser l'intégralité, comme vous le disiez, il y a forcément à côté le côté prévention. Il faut expliquer sans arrêt que, attention, il y a un risque. Le risque zéro n'existe pas. Oui, complètement. On demande aux établissements sociaux et médico-sociaux de s'équiper. On finance actuellement ces équipements et aller sur de l'usage numérique, de transformer les organisations qui étaient pour beaucoup sous format papier, donc qui apportent d'autres risques, pas forcément des risques cyber, mais il y a d'autres risques associés à la version papier. Et donc évidemment, en poussant cette transformation du numérique, il est nécessaire de pousser aussi ces enjeux cybersécurité. Et il est d'autant plus important pour les établissements médico-sociaux de prendre en compte le plus tôt possible ces enjeux-là pour que ça soit natif, inhérent à l'organisation et qu'on ne se retrouve pas avec une dette comme on a pu avoir sur le sujet du numérique pour le secteur social et médico-social. Et c'est une ambition forte au niveau national de se dire, si on pousse sur la transformation du numérique, on aide les établissements à s'équiper, on les pousse à avoir de l'usage du numérique, on doit aussi les accompagner, les aider à sécuriser, à être serein dans cette transformation du numérique, parce que si elle se passe mal, on perd toute la confiance qu'on est en train d'essayer d'avoir, essayer de convaincre l'ensemble des professionnels. Donc, ce sera important de jouer sur ces deux tableaux-là pour être sûr que tout se passe bien. C'est logique. Alors là, vous parlez de technologie, moi je veux bien, mais il y a l'humain derrière. Tout le monde n'est pas forcément un spécialiste en informatique, tout le monde ne comprend pas comment ça marche. Vous allez parler de dashboard, vous allez parler de tas de trucs. Les 3 quarts des gens ne savent même pas ce que c'est.
Oui, effectivement. Et dans cet accompagnement, il est surtout humain, vous avez complètement raison. Et l'un des sujets majeurs, et peut-être le plus important à commencer, c'est la sensibilisation. Ouais. Alors, l'idée, on parle de cybersécurité, d'attaque, des mots très durs, des mots très guerriers finalement. Mais le plus important, c'est l'humain, c'est le sensibiliser. Et finalement, C'est le c'est former, lui, peut-être. et le former. Ouais. Et évidemment, parce que c'est finalement le premier rempart à toutes ces attaques, à toutes ces problématiques. Et il faut qu'il en ait conscience. Mhm. Et il faut l'accompagner pour qu'il en ait conscience. Et l'aider aussi, et donc le former pour qu'il puisse être serein dans l'usage des outils informatiques. Ça commence par quoi? Par qui? Comment vous définissez? Parce que tout le monde n'a pas forcément un responsable informatique, ça dépend des tailles, des établissements. Comment vous choisissez? C'est eux qui choisissent, ils poussent la personne, tiens, c'est toi qui vas y aller. Comment ça se passe? Ah, zut, c'est moi. Ah oui, c'est le moment, je ne sais pas s'il y a un bon moment plus qu'un autre. L'idée, c'est de le faire le plus tôt possible. Ça va dépendre des organisations, de leur maturité. S'il y a présence de quelqu'un qui est référent sur les systèmes d'information, ce qui n'est pas du tout le cas, on va avoir vraiment C'est ce que je voulais dire, il faut euh, partir de zéro sur cette formation. c'est ça. C'est quoi un ordinateur? J'exagère à peine, hein, Pour j'imagine. certains, oui. Ouais. Oui, pour certains, oui. C'est sûr que lorsqu'on a seulement un directeur qui doit gérer 15 fonctions différentes, et ensuite des professionnels qui, eux, ont leur quotidien à gérer, des personnes à accompagner, donc ça devient extrêmement difficile pour eux de se dire, faut que je pense aussi au numérique, aussi à la cybersécurité dans le numérique. Donc, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont peut-être besoin de personnes externes qui viennent leur dire, faut peut-être commencer à travailler sur ce sujet. Et nous, au sein de l'agence, on travaille beaucoup avec les ARS et les GRAD, qui sont Alors, vous avez les, expliqué les ARS. les ARS, les agences régionales de santé, Voilà. et les GRAD, qui sont les groupements régionaux d'appui au développement de la Merci. e-santé, qui sont les personnes en région sur le terrain et qui vont aller sensibiliser les proximité, professionnels, en fait, c'est voilà, ça. et qui vont faire ce maillon et aller dire aux établissements, on vous propose des actions de sensibilisation, de formation, mettre à disposition les outils pour pouvoir le faire, et ainsi leur permettre de se dire, tiens, c'est peut-être le moment de s'en préoccuper et de commencer à travailler sur ce sujet qui, sauf si on a été attaqué, là d'un coup ça devient une priorité. C'est autre chose. Au quotidien, on ne va pas forcément y penser. Donc il y a aussi ces personnes-là qui sont là pour le faire. Comme je disais, le risque zéro n'existe pas. Je parlais d'ordinateur. Victor, on peut parler aussi des smartphones parce que certains, effectivement, sont passés du fameux cahier de liaison, carnet de liaison, papier, qui n'est pas très sécurisé puisque n'importe qui pouvait effectivement le lire, à moins qu'il soit codé, mais là, je pense qu'on n'est pas dingue à ce point-là, au smartphone, mais certains partagent des infos sur WhatsApp. Tout à fait. Là... Alors, il y a même, il y a beaucoup de maintenant, dès qu'il y a une intervention à domicile, c'est via des applications qui passent sur les smartphones. On a beaucoup de données médicales qui peuvent même transiter, etc. Donc, les interventions, par exemple, de soins infirmiers qui viennent chez la personne intervenir, faire un soin, identifier, prendre des mesures sur le patient, etc. Il y a des données qui vont transiter, qui vont aller sur le dossier médical de la personne et qui vont même être échangées, en tout cas, entre guillemets, sur des serveurs, sur des systèmes, etc. Le smartphone est une cible d'attaque, par exemple, en tout cas une porte d'entrée, et le serveur qui est derrière également aussi. Donc c'est d'autant plus de systèmes qu'il faut sécuriser pour à la fois les structures et à la fois les solutions qui sont derrière, comme ce que propose ArchMC2 par exemple. Le smartphone est plus sécurisé ou sécurisable qu'un ordinateur, ou c'est strictement la même chose? Aujourd'hui, non, c'est pas la même chose du tout. On n'est pas encore sur les mêmes mécanismes de sécurité sur un smartphone. On n'a pas de système antiviraux, par exemple, etc. Nous, ce qu'on privilégie, après, on peut parler des mesures, mais c'est de garder toujours son système smartphone à jour et de maîtriser les applications qui sont dessus. Et après, il y a un autre sujet, c'est plus comment on se connecte sur les différentes applications, bien respecter donc les politiques de mots de passe qui sont proposées par les applications et les systèmes, de bien le verrouiller. Si on n'a pas ces premières options natives intégrées dans le smartphone, on peut dire que c'est plus facile entre guillemets d'accéder aux données que sur un ordinateur qui est géré dans une entreprise avec un annuaire, avec des comptes qui sont plus sécurisés, avec un antivirus, etc. Ouais, on le disait dans l'émission précédente, en fait, la première problématique, c'est l'humain. Tout à fait. C'est lui le problème, en fait. J'aime pas le mot problème, mais c'est lui la première barrière qui tombe en général.
On dit oui, le maillon faible, quand ouais. on parle d'une chaîne, hein, donc toute la chaîne de la cybersécurité, c'est souvent celui qui est visé en premier parce que le plus facile, entre guillemets, notamment là on est sur le secteur du médico-social, c'est des personnes, c'est pas leur métier de s'occuper de la sécurité, ils ont d'autres priorités. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait. Et donc ça demande beaucoup de formation, de sensibilisation pour comprendre déjà les enjeux et après les pratiques qu'on arrive à faire on va dire ça, changer les mentalités, intégrer la sécurité à leur quotidien et qui comprennent pourquoi ils font ça. Évidemment. Justement, intégrer tout ça, ça a un coût. Est-ce que c'est l'ANS qui prend en charge? C'est l'État? Ou c'est chacun se débrouille comme il peut? Il fait appel à des dons? Non, au niveau national, on essaye déjà de mettre à disposition des outils. On a une plateforme de e-learning sur le site de l'ANS donc, qui permet aux professionnels de se former, en tout cas d'avoir un premier niveau de formation sensibilisation, finalement, pour donner un peu cette acculturation à au moins la sécurité. C'est ça. Et il y a des modules extrêmement bien faits avec un outil qui est mis à disposition évidemment gratuitement pour l'ensemble des professionnels. Donc j'invite à tout le monde à aller voir le site sur le site de l'agence et d'aller s'inscrire et se former à ces sujets-là. Il y a aussi plein d'autres sujets. Il faut pas hésiter à regarder l'ensemble des sujets. Donc c'est les premières choses qu'on met à disposition. On met à disposition aussi de la documentation adaptée, simplifiée. On a sorti ce qu'on a appelé le guide en 13 questions pour le secteur social et médico-social. Donc c'est 13 questions simples que n'importe qui peut se poser. L'idée était de vulgariser le plus possible. Vous en parliez, pas forcément beaucoup de référents informatiques dans le secteur social et médico-social, encore moins lorsqu'on parle du domicile. Donc il est important d'apporter des outils simples que tout le monde peut utiliser, que tout le monde peut promouvoir. Et donc, on met en place, et on continue à mettre en place tous ces outils que chacun peut s'en saisir. Et ce que je disais, il y a nos collègues des ARS et des grades qui sont là aussi pour aller les diffuser et suivre cette diffusion auprès des établissements et répondre à leurs questions. Parce que malheureusement, au niveau national, c'est difficile d'aller voir tout le monde. Et ensuite, notamment au travers du nouveau programme cybersécurité qui s'appelle le programme CARE pour cyberaccélération. En bon français. Exactement. Alors après, c'est le jeu de mots entre care et prendre soin de son système d'information, mais qui est le grand programme de financement autour de la cybersécurité avec un certain nombre d'axes. Et au travers de ce programme-là, on va aussi aller financer le secteur médico-social pour deux aspects, notamment là, dès cette année. Un sujet autour des diagnostics, finalement, de se dire où j'en suis, c'est important pour permettre un peu de savoir ce que je dois faire. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'établissements, de professionnels qui nous disent ils ont passé l'étape de je ne sais pas si je le fais ou pas, j'ai envie de me lancer, parce qu'on le voit de plus en plus, mais par quoi commencer finalement? C'est vaste la cybersécurité, donc c'est pour ça qu'on a ce guide en 13 questions qui donne déjà des premières billes. Téléchargeable donc. Téléchargeable, un PDF qui est téléchargeable et qui est mis à disposition de tous, sans aucun virus. Non mais on l'essaye. C'est pas neutre. Non, effectivement, le site de l'agence est sécurisé. Il n'y a pas de problème. Vous avez eu un de mes collègues il n'y a pas si longtemps qui est là pour surveiller, pour surveiller, faire en sorte que tout soit bien fait. Et donc on va mettre à disposition ces diagnostics et les financer pas pour tous les établissements, mais pour les établissements déjà les plus critiques et les plus sensibles, et leur permettre de connaître où ils en sont au niveau de leur maturité et leur donner la possibilité d'être accompagnés pour répondre à certains besoins. Et autre sujet important dans ce sujet de prévention et de comment je dois m'organiser, c'est les réalisations de ce qu'on appelle des exercices de crise. Donc l'idée, c'est de simuler une attaque, donc au travers évidemment d'un scénario fictif. L'idée n'est pas de le faire, ne pas de le faire, et finalement de se tester. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que le jour où ça arrive, est-ce que je vais réussir à contenir, à être prêt, que ça soit d'un point de vue technique, organisationnel, les rôles et responsabilités de chacun, la communication que je dois apporter à l'ensemble de mon écosystème qui est autour. Et donc l'idée, c'est finalement de se préparer pour être mieux prêt le jour où ce genre de choses arrive. Alors moi, je veux bien, j'entends, et ça me paraît merveilleux sur le papier, si j'ose dire, ou sur le site web, mais ces gens-là travaillent de 8h le matin jusqu'à souvent 21h le soir. Quand est-ce qu'ils ont le temps de s'amuser, entre guillemets, pardon pour le mot de s'amuser, mais quand est-ce qu'ils ont le temps de se tester?
Effectivement, Comment c'est possible? c'est Je un, parle évidemment des organismes qui ne sont pas énormes, bien sûr, des structures pas énormes, mais quand il y a 15-20 personnes, ils ont tous autre chose à faire, c'est pas possible. Non, c'est pour ça qu'il va falloir prioriser. L'idée notamment de cet exercice de crise, qui est une action un peu emblématique qu'on met en place depuis plus d'un an, notamment dans les structures hospitalières, et qu'on veut déployer auprès du secteur médico-social. L'idée, c'est d'aller chercher déjà les organismes gestionnaires de taille assez conséquente, qui ont une infrastructure, Bien qui sûr. ont des référents SI. D'accord, vous me rassurez. Pour les tout petits organismes gestionnaires, voire qui sont mono-établissements, avec, comme vous le dites, peut-être 15 professionnels, 10 professionnels. L'idée, c'est de pas les embêter avec ces sujets-là, leur apporter de l'apporter plutôt de la sensibilisation, de la formation, et de les amener au fur et à mesure. Peut-être qu'ils arriveront, si c'est nécessaire, à faire et à aller sur ce genre d'action pour se préparer, ou peut-être sous une autre format encore plus simple. Il faut qu'on détourne à peine ces sujets-là, notamment pour le secteur médico-social. Voilà, on adapte au fur et à mesure de ce qui est fait dans le sanitaire, qui est évidemment bien en avance au regard de la criticité de ce secteur-là. L'idée, c'est de pouvoir adapter dans le secteur médico-social, et au regard de ce secteur qui est extrêmement vaste. On a du tout petit établissement jusqu'à des établissements monstrueux, un organisme gestionnaire comme l'ADMR qui présente des centaines d'établissements. Il va falloir aussi trouver des granularités différentes. Et vous avez raison de le dire, on ne va pas appliquer la même chose pour un tout petit établissement, mono-établissement qui a 10 personnes, et une association qui va avoir 100-150 établissements et des milliers de salariés. Ça, c'est rassurant. Les éditeurs comme Arche Tout à fait. peuvent aider à ça, justement, peuvent accompagner. Tout à fait. Donc on accompagne alors déjà aussi via l'ANS. Donc par exemple, vous œuvrez de concert. Ouais, on œuvre de concert. Donc l'ANS par exemple nous a un programme de sécurisation et de référencement des applications qui sont utilisées par les logiciels dans le médico-social. Donc c'est le Ségur du numérique en santé. C'est ça. Et dans lequel il y a tout un sujet, un pôle, en tout cas une priorité qui est mise sur la sécurité des logiciels qui sont du coup validés ou référencés par l'ANS. Et dans ces exigences, là on va arriver dans la vague 2, il va y avoir beaucoup d'exigences sur à la fois le métier, donc qu'est-ce qu'il y a dans l'application, et à la fois dans la sécurisation de ces produits, dans le type, par exemple, il faut faire un test d'intrusion, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne des hackers qui aillent vérifier. Ça, c'est vous qui faites, évidemment. C'est des prestataires externes qui sont habilités. Quand je dis vous, oui, d'accord. Ouais. Mais on doit payer, nous, des prestataires pour vérifier la sécurité des solutions que l'on met à disposition. Et ils ont un ensemble d'exigences qui est assez fourni. Donc, c'est des contraintes pour mes collègues, mais pour moi, c'est une opportunité aussi de s'assurer que toutes les bonnes pratiques sont bien respectées et qu'on a de moins de chances, entre guillemets, de se faire attaquer aussi sur nos logiciels. Et donc, on travaille de concert, en tout cas, pour sécuriser la maturité, et gagner en maturité sur la sécurité de l'ensemble de l'écosystème. Et ainsi, les structures de santé peuvent nous faire confiance dans l'achat de ces logiciels. Bien sûr, la confiance, c'est vraiment ce qui prime. Actuellement, non seulement la structure doit avoir confiance en vous, mais l'utilisateur final doit avoir confiance dans la structure. C'est-à-dire que c'est vraiment une chaîne de A à Z. Si la confiance se perd d'un côté, c'est fini. Il y a des données extrêmement sensibles, on est d'accord. J'ai vu qu'il existait une politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé, PGSSI-S, promue par l'ANS. Encore un truc, c'est quoi ce truc-là encore? Est-ce que c'est quelque chose de supplémentaire encore? Non, c'est notre cadre commun. C'est plutôt la base. Finalement, c'est le socle commun qui permet de répertorier toutes les règles et tout le cadre autour de comment un système d'information en santé doit être sécurisé. Donc, c'est pas pour le grand public, ça. On est vraiment. Non, on est vraiment là. Alors, sauf pour le grand public qui serait un peu geek, qui sera intéressé, qui aurait un peu de temps pour lire l'ensemble des référentiels et de la doctrine qu'on a autour de cette politique générale. Mais l'idée, voilà, c'est donner qu'est-ce qu'il faut faire lorsque je développe un système d'information en santé, lorsque j'ai un système d'information en santé, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il soit sécurisé. Donc en fait, c'est
des règles communes qui permettent à tout le monde de savoir ce qu'il doit faire. Donc c'est vraiment une doctrine, une doctrine pour l'ensemble des éditeurs de solutions qui vont gérer des données de santé. Donc on va retrouver autant autour de la certification des hébergements de données de santé, ce qu'on appelle la certification HDS pour son petit nom. Tous les sujets autour de comment je m'identifie, comment je m'authentifie. C'est un vrai sujet extrêmement important. On pourra en parler de mot de passe. C'est ça. Il y a un sujet d'obligation de s'identifier, ce qu'on appelle le double facteur, c'est-à-dire s'identifier 2 fois. On le fait maintenant tous quotidiennement avec nos banques. Donc on le fait, on est tous passés. On prend la tête, mais qui est quand même extrêmement important. Et voilà, c'est extrêmement important. On se dit, voilà, c'est nos données bancaires, ça nous touche personnellement. Les données de santé sont extrêmement sensibles et tout aussi importantes. Donc on va demander au fur et à mesure à ce que tous les professionnels aussi passent par ce moyen de s'identifier, de s'authentifier auprès des solutions qui gèrent des données de santé. On a encore un peu de temps. L'idée, c'est de le faire progressivement dans les années à venir, mais ça va être une phase importante. Et voilà, cette politique générale permet un peu de détourer l'ensemble des règles et des référentiels qui s'appliquent au système d'information. C'est rassurant, effectivement. Est-ce qu'il existe un système inviolable ? Parce que sur nos smartphones, il suffit que le visage soit identifié pour l'ouvrir. Ça paraît quand même assez fiable, mais peut-être que ça se détourne facilement. Il y a les empreintes. Mais tout ça se détourne. Il suffit de couper un doigt. Blague à part, est-ce qu'il y a un système inviolable aujourd'hui ? Alors, je pense pas. N'étant pas aussi le plus grand des experts techniques, je saurais dire si on peut détourner un visage, un pouce, ou je ne sais quoi, pour accéder à un système, en tout cas un smartphone ou un système d'information. Mais dans l'absolu, je pense que tout peut être piraté, et il y a un adage qui dit pas quand est-ce que je vais être attaqué, mais quand est-ce que je vais être attaqué, parce que ça peut arriver à tout moment. Après, on peut ce qu'on appelle améliorer la résilience. Ça veut dire on se fait attaquer, mais on a un système d'information qui réussit à détecter les attaques pour qu'on puisse ne pas les contrer, si l'attaque qui arrive, les contenir le plus possible et réussir à limiter notamment ce qui intéresse beaucoup les personnes qui attaquent les systèmes d'information, c'est récupérer les données. Donc faire en sorte qu'on ne récupère pas les données ou le moins possible, et qu'on puisse après notamment les récupérer par ailleurs sur des stockages qui sont déconnectés au système d'information. Quel conseil, quelle bonne pratique allez-vous donneriez chacun aux établissements ? Base, on va dire, la base. Entre guillemets, la base, déjà, c'est de savoir ce qu'on a comme données ou ce qu'on a comme système. Donc, ce qu'on souhaite protéger, en fait, tout simplement, on appelle ça des actifs, tout simplement. Et ces données et systèmes, on doit les cartographier. Et après... Ça, c'est pas très simple à comprendre. Cartographier un système, qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais même pas ce que ça veut dire. Cartographier, c'est-à-dire déjà avoir un listing, en fait, de ces données ou des systèmes que j'ai. Un plan, une sorte de plan. Un inventaire. Un inventaire. Voilà. Un inventaire. Et une fois qu'on a cet inventaire, c'est prioriser justement les mesures de sécurité. Qu'est-ce que je protège en premier ? Et après, on va parler typiquement des mesures à porter. Donc, tout à l'heure, on parlait d'identification. C'est très important qu'il y ait un contrôle d'accès sur ces systèmes ou sur ces données. Mais ça, l'établissement, il n'y peut rien. C'est le logiciel. C'est-à-dire, c'est vous. Ça va dépendre de l'éditeur. Tout à fait. Ou ça va dépendre aussi du système d'exploitation. Enfin, voilà, il peut y avoir un annuaire qui sont partagés. Donc, on évite de mettre ces données sur Google. On évite de mettre ces données sur... Tant que faire se peut. Enfin, je dis Google, mais ça pourrait être n'importe où ailleurs. En tout cas, il faut qu'il y ait un contrôle d'accès, il faut que ça soit bien contrôlé, que ça soit sécurisé, que plus personne d'autre, quelqu'un qui n'est pas habilité ne puisse pas accéder à ces données de manière générale. On n'ouvre pas n'importe quelle pièce jointe. On n'ouvre pas n'importe quelle pièce jointe, mais visiblement, il faut qu'il y ait une forte sensibilisation. Donc ça, c'est de manière générale, mais par tous les acteurs. C'est la base. C'est la base. Qu'il y ait une sensibilisation sur tous ces sujets, mais aux professionnels comme aux particuliers, qui comprennent, donc, en effet, qu'on disait, les enjeux, mais ces sujets liés au pourquoi on doit avoir des longs mots de passe, pourquoi on doit avoir des mots de passe différents sur chaque compte.
Enfin voilà, donc comment sécuriser ces mots de passe ou les générer, comment faire pour les retenir, etc. Ça, c'est entre guillemets indispensable pour que le secteur avance aussi sur ces sujets. En effet, la prévention sur les mails, donc bien faire attention aux pièces jointes, à l'expéditeur. Est-ce que c'est normal que je reçoive ce type de mail et pas aller trop vite, fournir ses identifiants de mots de passe ou cliquer sur la malheureuse pièce jointe qui était attachée. Ça, c'est aussi un des axes principaux. Pour les établissements, il va y avoir un autre sujet qui va être la gestion des prestataires, donc savoir qui peut accéder à mon système, surtout si c'est quelqu'un d'autre qui va le gérer, il faut s'assurer qu'il le fasse bien et qu'il respecte les bonnes pratiques de sécurité qui sont dictées du coup par l'ANS ou par d'autres référentiels. Voilà. Mehdi? Non, c'est déjà pas une mal, belle liste. c'est déjà la base. Il y a déjà une belle liste de choses à faire pour les établissements. Non, j'insisterai sur la sensibilisation, évidemment, et contextualiser cette sensibilisation. On est dans un secteur où les professionnels prennent soin de personnes fragiles. Donc, on récupère des données sensibles de ces personnes qui sont déjà fragiles. Et c'est extrêmement important de se dire que je prends soin de la personne et je dois faire aussi la même chose avec ces informations. Ouais, c'est ça. Parce que l'objectif, la problématique, si je subis une attaque, si j'ai un problème avec mon système d'information, que ce soit je perds les données, que les données aient fuité et se retrouvent je ne sais où, c'est d'autant plus difficile pour une personne qui est déjà fragile. Parce que ces informations-là, ce qu'on entend souvent les établissements dire des fois, je suis tout petit, je vais me faire attaquer. Je tiens à rappeler une chose sur cet aspect-là, c'est que pour la grande majorité des attaques, les hackers ne savent pas qui sont derrière. En fait, ils font des attaques en masse. Bien sûr. Et après, c'est ciblé, comme à la pêche. C'est la pêche au gros. C'est la pêche au gros. Et je vois ce qui ressort quand j'ai tiré mon filet ou j'ai tiré ma ligne. Et en général, c'est les systèmes d'information les plus limités ou ceux qui ont encore des failles parce que les choses n'ont pas été mises à jour qui se font attraper. Et donc, à partir de là, je peux récupérer les informations et c'est presque une double peine pour les personnes qui sont déjà fragiles et qui ont un parcours difficile de se retrouver avec des données qui ne sont plus sécurisées et à lesquelles on peut avoir des problèmes notamment d'usurpation d'identité, ce genre de choses. Donc les conséquences peuvent être très concrètes aussi pour les personnes et aussi de la même manière dans un système d'information de manière globale pour les professionnels avec leurs propres données. Si des données autour des ressources humaines sont récupérées, là aussi on peut avoir quelques problèmes. Donc c'est sensibiliser et dire que finalement les données sensibles, parce qu'on a un biais de vocabulaire qu'on a notamment au sein de l'agence, on parle beaucoup de données de santé. Alors il faut prendre la donnée de santé comme au sens de l'OMS sur la santé. C'est général, c'est autant ce qui est médical, mais ce qui est aussi social et médico-social. Elles sont tout aussi importantes, voire même des fois, elles sont beaucoup plus sensibles sur les données médico-sociales et sociales parce que c'est la vie de la personne, c'est rentrer dans l'intimité de la personne, c'est des fois beaucoup plus sensible qu'un bras cassé ou une jambe cassée, par exemple, même si je caricature un peu, mais c'est pour donner, c'est pour se dire au secteur... vous avez des données tout aussi sensibles qu'un hôpital, donc il est important de se saisir de ce sujet et de faire attention par des petits gestes du quotidien comme ça a été évoqué et aussi au terme d'une organisation qui permet de limiter les risques et de travailler finalement sereinement, ce qui est l'objectif à la fin, c'est on leur met à disposition des outils numériques le plus performants possible. Nous, côté en agence, c'était évoqué dans le cadre des référencements, nous apportons de plus en plus de régulation à cet écosystème pour confirmer, pour aider aussi au choix pour les établissements. Ils se disent c'est une solution qui a été vérifiée. Il n'existait pas le cas avant le Ségur. Donc ça donne des gages de sécurité et de fait que c'est un logiciel qui fonctionne bien. Donc c'est extrêmement important pour l'ensemble des établissements de se saisir tous ces sujets. Mehdi, Victor, vous êtes formidables, tous les deux, vraiment. On a tout compris, donc en gros, on résume. Faites très 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 attention et allez surtout télécharger le petit livret des 13 points les plus importants, donc sur le site de l'ANS. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve sur arch-mc2.fr et les principaux podcasteurs. N'hésitez pas à nous laisser vos messages sur notre compte x @arch-mc2. La suite au prochain numéro. À la prochaine.